Bonjour, c'est Jérôme Colombin, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique. Au sommaire cette semaine, les réseaux sociaux accusés par l'Union européenne de désinformation sur la guerre en Israël, avec un vrai bras de fer entre Elon Musk et le commissaire européen Thierry Breton. On en parlera notamment dans le débrief transatlantique avec Bruno Guglielminetti à Montréal. Dans l'actu également, l'iPhone 12 bientôt réparé par Apple, une mise à jour pour corriger les problèmes d'ondes radio, mais Apple contre-attaque et conteste les mesures effectuées en France. Du côté des smartphones toujours, Android 14 arrive, iOS 17 est déjà là, on en parle avec Lisa de Bernard. L'innovation de la semaine, c'est un mini-réacteur nucléaire révolutionnaire mis au point par une entreprise française. Et puis mes invités cette semaine, Nicolas Arpagian, spécialiste de la cyberguerre, pour parler de la dimension cyber du conflit au Proche-Orient. Je vous emmène au Rwanda également, à Kigali, pour l'édition africaine du Mobile World Congress, un salon consacré à la tech et à la téléphonie mobile en Afrique. Enfin, on va parler de serrure connectée. Remplacer sa vieille serrure traditionnelle par une serrure high-tech qui permet de gérer ses propres clés. On verra ça à l'occasion de la sortie d'un nouveau produit signé Netatmo. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du 14 octobre 2023. Monde Numérique, Jérôme Colombin. Ravi de vous retrouver comme chaque samedi si vous êtes abonné à ce podcast. 50 minutes de news et d'interviews. Monde Numérique, c'est le meilleur de la tech, accessible à tous. Disponible sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube, sur les assistants vocaux. Abonnez-vous à Monde Numérique, parlez-en à vos amis et puis abonnez-vous aussi à la newsletter en allant sur le site mondenumérique.info. L'actu de la semaine. L'actu de la semaine, c'est avec Lisa de Bernard, bien entendu. Salut Lisa. Salut Jérôme. Alors on va revenir sur l'actualité tragique du moment et surtout sur son impact sur les réseaux sociaux après ce déclenchement de guerre entre Israël et le Hamas. Les plateformes de réseaux sociaux sont dans le collimateur de l'Union européenne et notamment Elon Musk accusé de laxisme concernant les contenus diffusés sur la fameuse plateforme X, anciennement Twitter. Et oui, et c'est une accusation portée par le commissaire au numérique Thierry Breton qui a menacé ce mardi le réseau social de sanctions sous 24 heures. Cela concernait la diffusion de fausses informations mais également de contenus illégaux, ce à quoi Elon Musk a répondu par son traditionnel mantra selon lequel Twitter est et doit rester un espace de liberté d'expression tout en exigeant qu'une liste des violations soit établie et rendue publique. Oui, alors l'Union européenne vient d'ouvrir une enquête très officiellement contre X pour aller plus loin. Qu'est-ce qui est reproché aux plateformes ? Eh bien, il suffit de se connecter sur X ces derniers jours pour comprendre ce qui peut être reproché au réseau social. Un flot d'images violentes montrant des assassinats, des corps calcinés ou décapités et des otages mutilés inondent les timelines. Des images dont certaines, en plus d'être violentes, sont fausses. On a par exemple des images de roquettes présentées comme tournées en Israël alors qu'il s'agissait en réalité de vidéos de la guerre en Syrie en ligne depuis 2020. On a également des vidéos glaçantes d'enfants en cage, partagées sans contexte sur TikTok en amont de l'attaque du Hamas et réutilisées pour faire écho aux prises d'otages en cours, ou tout simplement des images tirées de jeux vidéo de simulation militaire publiées comme étant de vraies vidéos. Alors certains médias et spécialistes tentent tant bien que mal de faire le tri et d'alerter, mais difficile de démêler le vrai du faux. Et Elon Musk lui-même d'ailleurs a été épinglé pour avoir incité ses followers à suivre deux comptes en particulier connu pour répandre de fausses informations. Le milliardaire a finalement supprimé sa publication, mais le mal était déjà fait, puisque le post avait été vu des millions de fois. Donc X sommet d'agir, mais ce n'est pas le seul réseau pointé du doigt. Effectivement, l'UE est particulièrement attentive à ce sujet, surtout depuis l'annonce de l'attaque des combattants du Hamas. Et malheureusement, la désinformation et les images violentes ne sont pas un mal exclusif à X. Le groupe Meta, détenteur de Facebook et Instagram, a lui aussi été rappelé à l'ordre par Bruxelles. L'occasion pour Thierry Breton de rappeler une nouvelle fois les règles en matière de modération auxquelles les plateformes doivent se plier, et ce depuis l'adoption du DSA, la nouvelle réglementation européenne sur les services
service numérique adopté en août dernier. Alors on va reparler de tout ça dans un instant, dans le débrief transatlantique avec Bruno Guglielminetti de Montréal et ensuite avec mon invité Nicolas Arpagian, spécialiste de la cyberguerre. En attendant, Lisa, Thierry Breton a annoncé parallèlement qu'il quittait la plateforme X. Ça y est, il s'en va vers d'autres cieux, il s'en va chez Blue Sky. Et oui, avec un message à la clé presque poétique, voire philosophique. Je cite « Bonjour, même si l'herbe n'est pas toujours plus verte de l'autre côté, le ciel est parfois plus bleu. Restons en contact », accompagné donc d'une image de son profil Blue Sky. Blue Sky qui, rappelons-le, a été créé par Jack Dorsey, le papa de Twitter, un nouveau bébé qui se positionne comme une alternative à X, toujours en phase de développement, mais accessible. En revanche, la particularité est que cela se fait uniquement sur invitation. C'est amusant parce que moi j'ai constaté en effet l'arrivée d'un grand nombre de nouveaux utilisateurs le jour où Thierry Breton a fait sa déclaration. Des nouveaux venus sur Blue Sky, des nouveaux followers du coup qui me suivent. Je les salue s'ils m'écoutent et ça veut dire qu'il commence à avoir un peu d'animation sur Blue Sky, on va dire, mais la plateforme reste quand même en termes de fonctionnalité assez en retard par rapport à X et ça c'est un peu un problème. Vous vous rappelez sans doute de l'affaire de l'iPhone 12, récemment mise à l'index en France par l'Agence nationale des fréquences, la NFR, pour son niveau d'ondes électromagnétiques jugé trop élevé, le fameux DAS, le débit d'absorption spécifique. D'ailleurs, depuis le 12 septembre, l'iPhone 12 est interdit à la vente en France. Alors, Apple réagit. Apple promet une mise à jour pour bientôt, comme prévu. Mais la marque à la pomme veut quand même sauver la face et elle remet en question la validité des tests de l'ANFR. Pour Apple, le protocole de test n'est tout simplement pas adapté au système de capteurs de détection du corps dont sont équipés les smartphones. Selon Apple, la puissance des ondes augmente lorsque l'iPhone est posé sur une surface pour rechercher en permanence le meilleur réseau et il diminue lorsque l'on prend dans la main ou qu'on le porte dans une poche. C'est ce que l'on appelle techniquement la différence entre le DAS tronc et le DAS membre. La NFR n'aurait pas pris en compte cette subtilité et Apple estime que la décision de l'agence française n'est pas conforme du coup aux normes nationales. Alors, selon Apple, pas de problème, mais malgré tout, la firme américaine accepte quand même de rectifier le tir. En effet, elle ne renonce pas à apporter un correctif logiciel, correctif qui sera intégré à la mise à jour iOS 17.1 prévue pour fin octobre et qui vient compléter l'iOS 17 mis en place en septembre dernier. Et avec ce patch, l'iPhone 12 ne cherchera plus à optimiser ses performances lorsqu'il détectera ne plus être à proximité du corps, ce qui pourrait, explique la firme, se traduire par une légère baisse de performance dans les zones à faible couverture. Ben voilà, c'est comme ça. Chez Apple, quand on corrige un problème, ils nous expliquent qu'en fait, ça va en poser d'autres. Et oui, c'est ça, Apple. Bon, puisque nous sommes dans les mises à jour de smartphones précisément, il faut dire un mot du nouvel Android qui vient d'arriver. Il est tout chaud, Android 14, en tout cas uniquement pour les smartphones Google Pixel qui sont les premiers à en bénéficier. Ensuite, ce sera déployé à plus large échelle. Alors, coup d'œil sur les principales nouveautés de cet Android 14, Lisa. Eh bien, spoiler alerte, Android a parié sur la personnalisation et l'ajout d'intelligence artificielle pour cette nouvelle version de son système d'exploitation. Au programme, une version avancée de son outil de personnalisation Material You qui permettait jusqu'à présent de modifier la colorimétrie de l'écran. Les utilisateurs Android pourront désormais ajouter des widgets sur l'écran de verrouillage, musique, météo, lecteur de QR code. Il y aura également la police, la couleur et d'autres paramètres qui pourront également être modifiés. Et à la personnalisation, on a également le droit à un coup de pouce de l'IA puisque l'apparence de l'écran pourra évoluer en fonction de la météo par exemple. Et pour les moins inspirés, un fond d'écran pourra carrément être créé grâce à des mots-clés. Oui, bon. Ça fait partie des petits... C'est quand même une utilisation assez gadget de l'intelligence artificielle, mais heureusement, il n'y a pas que ça, hein. Oui, dans un style plus classique, on retrouve la traditionnelle amélioration de l'appareil photo avec des images en Ultra HDR sur les vidéos contre HDR sur Android 13 et un meilleur cadrage. Mais cette fois-ci, c'est spécifiquement pour les appels vidéo. On a aussi une meilleure gestion au niveau du centre de notification que vous pourrez regrouper par catégorie. Fini donc en principe les listes interminables de notifications en vrac sur l'écran de verrouillage. Et si cela reste trop intempestif,
Vous aurez également la possibilité de mettre certaines applis en sourdine pour une durée définie. On a aussi une meilleure gestion, mais cette fois-ci du côté des données, notamment au niveau de l'application de santé d'Android, Santé Connect, qui permettra de les centraliser, de les sécuriser et de les redistribuer correctement aux autres applications. Et d'ailleurs, puisqu'on est sur la santé, Android 14, c'est aussi une plus grande accessibilité en matière d'affichage, mais aussi avec la prise en charge beaucoup plus intuitive des appareils auditifs. Voilà donc quelques-unes des nouveautés apportées par Android 14 pour la plupart des smartphones Android. Prochainement en tout cas, et dès à présent sur les Google Pixel. L'iPhone a droit lui aussi à sa mise à jour, iOS 17 depuis le 22 septembre. Parmi les nouveautés, un mode veille qui transforme votre téléphone en réveil la nuit si vous le mettez à l'horizontale. Une nouvelle présentation des fiches contacts quand on reçoit un appel. Ça peut paraître un peu bizarre si on n'est pas prévenu. Tout a changé quand quelqu'un vous appelle au téléphone. Le name drop, ce système qui permet de partager des coordonnées d'iPhone à iPhone juste en les approchant l'un de l'autre. Ça rappelle un peu le système BIM de Palm Pilot pour les plus vieux qui ont peut-être connu ça. Et puis il y a plein d'autres choses aussi, des choses un peu esthétiques, légères au niveau de l'appli iMessage, etc. Cela dit, cette mise à jour iOS 17 s'est fait un peu dans la douleur. Elle avait tendance à faire chauffer les nouveaux iPhone 15. Du coup, Apple a dû sortir une mise à jour, mais qui a posé d'autres problèmes, des problèmes de Wi-Fi, des problèmes de redémarrage intempestif pendant la nuit. Et on attend maintenant une nouvelle mise à jour, iOS 17.1, qui devrait en principe faire rentrer tout ça dans l'ordre. Voilà. Merci ma chère Lisa pour ce coup d'œil sur l'actualité de la semaine et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine. Avec plaisir, à la semaine prochaine. Et tout de suite, on jette un pont entre l'Europe et le continent américain pour le débrief transatlantique. Bonjour Bruno Guglielminetti. Bonjour Jérôme Colombin. Et voilà, on se retrouve comme chaque semaine dans le débrief transatlantique, notre petite causerie entre la France et le Canada. Ouais, c'est devenu une de ses mauvaises habitudes. Ça me rappelle, mon cher Bruno, te souviens-tu de quelque chose qui existait à Radio France et à Radio Canada, qui s'appelait la CRPLF, Ouais. La Communauté des radios publiques de langue française. Et je me demande si on n'avait pas participé ensemble à une de ces émissions d'ailleurs, lorsque nous étions chacun... Je pense qu'on l'a fait une fois. Ouais. Et c'était les spécialistes de technologie de chaque antenne. De chaque... Donc, il y avait oui, les exactement. Belges, il y avait les Suisses qui étaient avec nous. Oui, c'est vrai. Ouais. Hey, ça fait longtemps, ça. Ben oui, ça Okay. date pas. On est des vieux de la vieille. C'est pour ça que les gens nous écoutent d'ailleurs. Bon, Bruno, cette semaine, évidemment, c'est une actu qui est tragique, parce que on voulait revenir là-dessus sur le versant, on va dire numérique et les suites numériques de ce drame qui s'est passé en Israël, avec une remontée de bretelles, on va dire ça comme ça ici en Europe, des réseaux sociaux notamment par l'Union européenne. Je sais que c'est des trucs que vous suivez de près également de votre côté de l'Atlantique. Ouais, et tu sais, Jérôme, que moi, j'aime beaucoup casser du sucre sur le dos de l'Union européenne Bien et sûr. aussi de la France parce que vous avez vraiment cette habitude de toujours vouloir réglementer. Mais j'avoue que cette semaine, j'ai beaucoup aimé ce que le grand patron breton a fait, c'est-à-dire de ramener à l'ordre autant le propriétaire de X que le propriétaire de Meta en leur disant... Attention, là, vous êtes responsable de ce qui est publié chez vous et les a sommés, les deux, de ramener de l'ordre en 24 heures. Et ça, je pense que c'est, évidemment, c'est de l'intérêt européen de le faire, mais ça a des retombées, comme la plupart d'ailleurs des gestes que vous faites sur l'ensemble de la planète. Et moi, je tiens à vous remercier parce que c'est pas le Canada qui aurait fait un truc comme ça. Bah, écoute, effectivement, c'est vrai que l'Union européenne et notamment Thierry Breton est assez actif. Et alors, cette histoire-là, en fait, c'est un peu, je dirais, si on creuse un peu et qu'on essaie de comprendre, c'est un peu un test aussi pour... Alors, on va pas revenir sur les faits eux-mêmes qui sont d'un niveau de tragédie absolument abominable, mais c'est un test pour, tu sais, le DSA, le Digital Services Act, qui est entré en vigueur en Europe, parce que finalement, c'est la première fois que un cas concret se présente, des réseaux qui ont l'air de déraper, et là, ça ne rigole plus, puisque si ça continue,
continue, eh bien, il y a des sanctions qui pourront tomber, pourrait aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires, etc., etc. Malgré tout, Thierry Breton a donné un ultimatum, Elon Musk a répondu un peu en renvoyant tout ça d'un revers de manche. Et on sait que la procédure sera longue et tout. Donc, c'est aussi un petit peu le DSA et l'Union européenne qui jouent sa crédibilité sur ce coup-là, en fait. Ouais. Puis, il faut dire que c'est pas la première fois que les politiciens ou les dirigeants, par exemple, du G7, interpellent les grands patrons des plateformes. Évidemment, à l'époque, Elon Musk n'était pas encore dans le paysage. Mais moi, je me souviens d'au moins 2 ou 3 rencontres du G7 où chaque fois, les pays membres ont interpellé les grands proprios des réseaux sociaux en leur disant « Vous êtes responsables de ce qui est là. » Et chaque fois, c'était oui, on met les choses en place. Ouais. Et encore, avec la demande de Thierry Breton, il y a Meta qui a annoncé cette semaine avoir mis en place, aussitôt que la crise a eu lieu en Israël, une unité de travail qui veillait au grain et ils sont assurés que les gens qui étaient là parlaient à la fois hébreu et d'autres arabes pour être sûrs de circuler. Mais le problème, c'est que c'est dans les autres langues. Ouais. Notamment aussi, l'anglais, le français, particulièrement pour chez nous, où là, ça fait défaut. Ouais, et ça c'est Meta, et encore, bon, c'est vrai que souvent Meta a fait preuve de sa bonne volonté, et ce qui n'est absolument pas le cas de X, et on le voit, enfin, à l'époque de Twitter, mais même encore plus aujourd'hui de X, pour X raisons. Les raisons, c'est des raisons pratiques, hein. On sait qu'ils ont licencié une bonne partie du personnel chargé de la modération, pour des raisons de principe. Twitter était de toute façon plus libéral que Meta, et il l'est encore plus aujourd'hui, il est libertarien même, carrément, avec Elon Musk, et je pense que ça va quand même assez loin parce que il faut quand même faire le distinguo entre des images choquantes et des propos choquants, etc., et puis des contenus manifestement illicites et illégaux. Qui n'ont rien à voir. Tu as vu comme moi les extraits de jeux vidéo qu'on circulé ou qui viennent de d'autres conflits. Oui, mais est-ce que c'est illégal ? C'est ça aussi la question. C'est pas illégal, mais c'est de la désinformation. Alors là, voilà, c'est ça, c'est que depuis le DSA, la désinformation est devenue illégale en fait, d'une certaine manière. Et en tout cas, elle est plus traquée. Mais on va vraiment vers une espèce de bras de fer de concept, j'ai l'impression, entre des gens comme Elon Musk et puis des gens comme Thierry Breton. C'est presque un face-à-face Musk-Breton. Hein? Et ça va faire cas d'école. Hein? C'est clair que les réseaux sociaux, avant et après le conflit en Israël, ça va être deux choses, ça c'est certain. Il y avait déjà un avant et après Trump, et mais là, ça va être, mais tu sais, je reviens encore plus précisément en France. Je regarde le ministre de la Justice chez vous qui a rappelé cette semaine aux élus, particulièrement, que faire de la propagande de groupes terroristes, et particulièrement sur les réseaux sociaux, c'était aussi criminel chez vous. Et ça fait longtemps que j'en avais pas entendu parler. Alors, c'est montrer comment, puis tu le disais au début, comment ce conflit-là, il sort de simplement, ce qui est énorme, là, un conflit sur cette partie du monde, mais comment il y a des ramifications partout. Puis on parle même pas de tout le volet cybersécurité, ça qui est oui, il y a ça aussi. Tu en parles et moi j'en parle juste après notre entretien dans Monde Numérique cette semaine. Bon, mais je présume que tu parles pas uniquement de cybersécurité. Non, j'emmène mes auditeurs en Afrique tout à l'heure, au Mobile World Congress de Kigali, au Rwanda. Tu connais le Mobile World Congress de Barcelone, il y a une version africaine qui se tient la semaine prochaine. Et puis j'ai fait également un gros sujet sur un sujet très maison connectée. On va parler de serrure connectée, parce que la serrure connectée, c'est un truc qui intéresse beaucoup de gens. Il y a beaucoup de questions. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Il y a un nouveau produit qui sort en France, d'une marque qui s'appelle Netatmo, et c'est assez intéressant. Et je reçois le patron de Netatmo. Toi, pendant que tu parles de ça, moi, pour la suite, on revient sur Urbania, qui est un magazine québécois qui a maintenant son antenne en France. Je parle avec les auteurs d'un livre qui s'appelle Capital algorithmique. Évidemment, ça a à voir avec l'intelligence artificielle. Et puis aussi, je parle avec Sandra Felto, qui est la directrice générale d'une boîte qui, depuis 1 an, est dans le livre audio québécois. Et ça aussi est pas évident comme secteur. Alors, elle nous parle de ce qu'ils ont fait, mais aussi des défis qu'ils ont devant eux. Eh bien, écoute, beau programme tout ça. Et je vais écouter parce que je suis évidemment un auditeur assidu de mon carnet. Bon, écoute, tu me laisses terminer mon podcast, puis après, je vais écouter le tien. Sur ce, regarde, mutuellement, on salue nos auditeurs, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Salut Bruno, à la semaine prochaine.
L'innovation de la semaine. L'innovation de la semaine, on va parler d'énergie et d'énergie nucléaire avec cette prouesse technologique visiblement réalisée par une société française, Narea, qui a développé un mini-réacteur nucléaire qui ouvre de grandes perspectives en termes d'énergie propre et aussi de retraitement des déchets nucléaires. Alors c'est ce que nous apprend un article de Science et Avenir qui qualifie l'innovation de véritable première mondiale. Il s'agit d'un réacteur à sel fondu produisant de l'énergie à partir de combustibles nucléaires usagés et d'uranium appauvri. On ne va pas rentrer plus dans le détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la performance, c'est surtout d'avoir réussi à mettre au point ce concept de mini-réacteur nucléaire. Alors c'est une volonté gouvernementale de développer ces mini-réacteurs pour le futur. Et d'ailleurs, la société Narea est lauréate du plan France 2030. Elle travaille depuis plusieurs années sur son projet. Et là, la nouveauté, c'est la création de la première boucle à sel fondu en carbure de silicium. Voilà, vous savez tout, une technologie essentielle pour valider le concept de mini-réacteur. À l'arrivée, le mini-réacteur nucléaire, lorsqu'il sera construit, ressemblera ou tiendra dans un container. Il pourra être facilement installé sur un site industriel, par exemple, et il sera capable de produire une puissance de 40 mégawatts. Alors j'ai fait quelques recherches, ça fait moins qu'une centrale à charbon classique, mais beaucoup plus que la plupart des centrales hydroélectriques, par exemple, tout au moins en Europe. En France. Bref, c'est à la fois peu et beaucoup 40 mégawatts. Et surtout la particularité, pas d'émissions de CO2 évidemment, puisque c'est du nucléaire. En plus, il s'agit d'un système basé sur la circularité de l'énergie, puisque le réacteur doit permettre la fermeture complète du cycle de combustible nucléaire, c'est-à-dire la réutilisation des déchets. Les déchets nucléaires qui aujourd'hui nécessitent plusieurs centaines de milliers d'années pour se désagréger. Cette durée serait réduite à environ 250 ans, ce qui semble être une prouesse. Voilà, la société Narea a également développé un jumeau numérique pour mettre au point ce réacteur, un outil logiciel fait notamment en collaboration avec Dassault Systèmes, ce qui permet de tester toutes les briques de la fabrication et du fonctionnement et même d'anticiper le vieillissement des matériaux et d'analyser tous les aspects de sécurité puisqu'on est sur du nucléaire. Donc évidemment, il faudra que ça réponde à des normes de sécurité très particulières. L'objectif, c'est de sortir un prototype opérationnel de ce mini-réacteur vers 2027-2028 pour une mise en service en 2030. Vous trouverez dans la description de cet épisode le lien qui mène vers l'article de Science et Avenir pour en savoir plus. Monde numérique, le meilleur de la tech. On va passer aux interviews de Monde Numérique à présent. On va s'intéresser dans un instant aux serrures connectées avec un nouveau produit signé Netatmo. On va aller en Afrique, au Rwanda, pour le salon Mobile World Congress, 2e édition à Kigali. Mais avant cela, on va revenir à nouveau sur l'actualité tragique au Proche-Orient pour examiner l'aspect cyber de cette nouvelle guerre entre Israël et le Hamas. Des interviews en version intégrale si vous écoutez Monde Numérique Premium sur Apple Podcast ou bien retrouvez la semaine prochaine en version complète en épisodes séparés. Bonjour Nicolas Arpagian. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la cybersécurité et de la cyberguerre, auteur de plusieurs livres sur le sujet. Le dernier s'intitule Frontières au pluriel.com. Vous êtes également vice-président du cabinet Headminds Partners. Vous vous trouvez actuellement d'ailleurs aux assises de la cybersécurité à Monaco et j'imagine qu'on doit parler notamment de ce qui vient de se passer en Israël parce que il y a ce que l'on voit, les images, mais il y a forcément, et on le sait, un volet cyber à tout ça et à cette guerre qui est ancienne entre Israël et le Hamas. Alors, c'est certain que si on compare avec le récent conflit et l'entrée en guerre en Ukraine, on n'a pas documenté, on n'a pas constaté d'attaques ayant visé les infrastructures institutionnelles, économiques, administratives, voire militaires israéliennes. Donc ça, ce n'est pas un sujet à part entière, c'est pas un élément conséquent. Par contre, ce qui est certain, c'est que on a documenté par le passé des intrusions, notamment pour viser à collecter du renseignement. Et c'est vrai que il avait été établi que
que aussi bien des comptes, des profils sur des réseaux sociaux et aussi grand public que Facebook, mais également sous prétexte de faire des applications, en tout cas des sites de rencontres, de manière à entrer en contact avec des conscrits afin de collecter des informations quant au positionnement de leurs unités et à des projections et à des activités qui pouvaient ainsi renseigner sur la localisation de troupes et éventuellement des positionnements qui seraient utiles en cas de conception de plans et d'attaques terrestres et d'attaques totalement physiques. Alors évidemment, dans un environnement aussi violent que ce qui passait ces dernières heures, la dimension cyber peut paraître accessoire parce que il y a un véritable engagement de la vie humaine dans ces théâtres d'opération. Par contre, ce qui est certain, c'est que on a le deuxième volet qui a été totalement, en tout cas, pris en compte, qui est le volet informationnel. Et c'est vrai que le fait notamment de ces attentats contre les personnes présentes lors de ce festival, de cet événement festif, avec une population jeune équipée de téléphones portables et qui donc ainsi a alimenté des réseaux sociaux en images, en sons, de manière extrêmement large. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de cet affrontement informationnel. Il est toujours délicat de parler de guerre en comparaison avec l'engagement de la vie de femmes et d'hommes, évidemment, mais en tout cas d'un affrontement informationnel qui utilise le numérique pour venir amplifier le sentiment de terreur, le sentiment d'inquiétude, et donc ainsi essayer d'élargir la cible de ce conflit qui est au début géographiquement localisé. Là, vous évoquez toutes les vidéos qui circulent, certaines qui sont réellement instrumentalisées pour être de la propagande, et puis d'autres qui ne sont que des témoignages de personnes, mais qui ne sont pas neutres non plus, parce qu'elles influent dans un sens ou dans un autre. Il y a autre chose qui frappe, c'est que Israël est connu pour être un pays très en avance en matière de technologie, notamment de surveillance électronique, et on a l'impression notamment que, enfin là, dans cette opération du 7 octobre, une impression de surprise comme on avait eu lors du 11 septembre. Est-ce que c'est une nouvelle marque de la défaillance du renseignement 100% ou en tout cas très électronique et numérique? En tout cas, parce qu'il faut considérer qu'il y a vraisemblablement un soutien étatique et que ce n'est pas uniquement la communauté palestinienne, mais que des moyens de services de renseignement de rang étatique ont été à la manœuvre, tant pour concevoir, préparer et opérationnaliser les actions en question. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est évidemment, il y aura de toute façon toujours un avantage stratégique de la part de l'attaquant qui, lui, va choisir son mode opératoire, sa cible et les terrains d'action de ces opérations d'attaque ou de déstabilisation. Donc ça, c'est un prérequis ou en tout cas un avantage qui est offert à l'assaillant. Troisième chose, c'est il faut garder à l'esprit la notion d'asymétrie et de rusticité. Lorsqu'il s'agit de mettre à mal le dôme d'acier, il est évident que les missiles qui vont être utilisés par Israël pour neutraliser ce qui arrive sur son territoire vont être des missiles beaucoup plus coûteux que éventuellement les charges qui vont être conçues pour précisément tenter de blesser, évidemment, de tuer sur place. Et donc on voit que les moyens qui s'affrontent sont forcément asymétriques en termes de coûts et donc en termes de moyens techniquement consacrés à cela. Quatrième point, c'est évidemment le fait de pouvoir leurrer des systèmes, aveugler des systèmes de sécurité. On l'a vu sur des postes frontières qui manifestement, il y avait peut-être une trop grande confiance dans la capacité technique de supervision. C'est vrai que de la même manière que ces ailes volantes qui ont été utilisées, pour un certain nombre d'outillages technologiques, quelquefois on les assimile à des oiseaux, éventuellement à des perturbations naturelles. Et donc, effectivement, dès lors que vous êtes en dessous des lignes de radar, vous ne suscitez pas les systèmes d'alerte. Et donc, ce n'est que tardivement ou de manière imprécise que l'on va pouvoir caractériser la nature de la menace et donc entreprendre une réponse et une riposte. Et c'est la raison pour laquelle effectivement, une fois qu'un dispositif de sécurité est mis en œuvre, l'assaillant va faire en sorte de proportionner ses outils d'attaque de manière à essayer de passer outre justement et de retarder le déclenchement des systèmes de sécurité. C'est pour ça que c'est en tout cas, ça plaide une fois de plus pour une combinaison technique et humaine et de ne pas avoir pas de confiance, mais de délégation exclusive à la technologie, puisque l'esprit humain va faire en sorte précisément de trouver le moyen de leurrer, c'est vraiment le terme, leurrer les dispositifs de détection.
Oui, puis en plus, ces systèmes de détection automatique dont vous parlez ont été neutralisés en fait dès le départ par des bombardements, par des drones, etc. En fait, le principe, c'est de faire en sorte que, si on fait une analogie triviale, évidemment, on regarde les circonstances, mais c'est un peu la caméra. S'il n'y a pas dans votre maison, votre appartement, bon, la caméra peut détecter des éléments, mais s'il n'y a pas de vigile capable d'intervenir rapidement, avec diligence, avec des moyens adaptés à la nature de l'intrusion, bah, effectivement, ça relativise l'utilité, la performance du dispositif. Donc là, c'est des vrais choix stratégiques, mais qui, et même au-delà du caractère tragique des circonstances précises, plaide précisément pour une combinaison des éléments de sécurité physique, des éléments techniques et également des éléments humains. Et ça, c'est certainement pour ceux qui ont vocation à protéger les équipements, les infrastructures, une illustration supplémentaire de l'importance de cette combinaison et de ne pas surfavoriser notamment la seule dimension technique qui forcément doit apprendre dès lors qu'elle aurait été leurrée et détecte un moyen de contournement dès lors qu'on lui a enseigné. Et donc évidemment, la créativité humaine lui est beaucoup plus favorable et va être à même de leurrer et de tromper le dispositif technique de détection. Merci beaucoup Nicolas Arpagian, spécialiste de la cybersécurité et de la cyberguerre. Bonjour Max Cuvelier. Bonjour. Vous êtes représentant de l'association GSMA qui est organisatrice du Mobile World Congress. Mobile World Congress de Barcelone que tout le monde connaît, qui a lieu chaque année en Espagne. Et puis, on se parle aujourd'hui pour le Mobile World Congress de Kigali qui a lieu au Rwanda du 17 au 19 octobre. C'est la 2e édition. À quoi ressemble le Mobile World Congress de Kigali ? Alors, le Mobile World Congress de Kigali, c'est vraiment le lieu où on rassemble non seulement les représentants du secteur privé, qui sont les membres de la GSMA et notre univers habituel, mais aussi l'ensemble des acteurs du secteur public. Ça peut être des représentants de gouvernement, ça peut être des régulateurs, par exemple, des représentants de banques centrales, et de manière plus générale, l'écosystème de la tech en Afrique à travers les startups qu'on finance directement. Via les fonds d'innovation de la GSMA, mais un écosystème beaucoup plus large. Donc il faut penser à vraiment une version localisée de Mobile World Congress Barcelone, mais spécifiquement à Kigali et concentrée complètement sur l'Afrique. On sait que les télécommunications en Afrique sont très développées, mais pas forcément comme en France. Oui. Je crois que voilà, il y avait des systèmes de paiement par SMS qui existaient dans beaucoup de pays d'Afrique qu'on n'utilisait pas en France, etc. Il y a des spécificités. Donc, quelles sont les tendances de ce Mobile World Congress 2023 au Rwanda ? Alors, tout à fait. Les usages sont assez différents en Afrique. Il faut reconnaître qu'il y a un retard d'usage par rapport à un pays comme la France, par exemple. Aujourd'hui, et nos chiffres ont été publiés aujourd'hui, on évalue à 25% le pourcentage de la population africaine qui utilise l'Internet mobile. Et ça veut souvent dire, on pourrait presque traduire en 25% de la population africaine qui utilise Internet tout court, car le mobile est souvent l'unique moyen d'utiliser l'Internet. Si on rapporte à la population adulte, on est à 42%, mais ça reste des chiffres qui sont bien inférieurs aux chiffres en France, par exemple. À quoi c'est dû ? C'est dû à un retard de couverture. Dans une certaine mesure, 15% de la population en Afrique, à peu près 200 millions de personnes, ne sont pas couverts par un réseau d'Internet mobile. Mais si vous faites l'écart entre 25% et 15%, les 60% restants sont en fait une population qui a été couverte aujourd'hui. Donc, comme vous disiez, le mobile, le digital est très actif, les réseaux ont été construits, mais 60% de la population vit dans une zone de couverture, mais n'utilise pas l'Internet mobile aujourd'hui. Donc, quand vous parlez des tendances, pour nous, c'est vraiment d'essayer d'adresser ce qu'on appelle cet écart d'usage. Et comment ça se fait ? Il faut lutter contre l'électronisme, qui est une énorme barrière à l'utilisation de l'Internet mobile. Et aussi, il y a énormément de conversations autour de l'accès au smartphone ou au feature phone, qui reste probablement le biais majeur d'utilisation. Donc, déjà, on commence par adresser ces questions principales pour essayer d'amener la majorité de la population en ligne en Afrique. Ensuite, bien sûr, FinTech, les paiements de manière générale, l'Afrique a vraiment développé sa propre voie qu'on appelle le mobile money ou le paiement mobile ou l'argent mobile en français. Aujourd'hui, il y a 800 millions de comptes mobile money en Afrique, dont 200 millions sont actifs tous les mois.
l'Afrique est vraiment le continent du mobile money. La moitié des comptes, les 2/3 du volume des transactions dans le monde se fait en Afrique. Et vraiment, le mobile money représente une partie importante de cet écosystème financier mobile qui inclut les banques, qui inclut les fintechs, qui se développe énormément et qui est une base, entre guillemets, sur le développement économique qui permet à des petites entreprises de fluidifier leur paiement, par exemple, ou la collecte de revenus, mais qui permet aussi à tout un écosystème de start-up de se développer sur ces sujets. Et ensuite, on a des sujets particuliers sur lesquels on se concentre, sur lesquels on voit vraiment un développement des cas d'usage ou peut-être un retard à rattraper, entre guillemets. Le sujet de la santé, en particulier l'e-santé, est un sujet qui est très important pour nous cette année, où avec Smart Africa et CDC Africa, on organise un sous-sommet, entre guillemets, vraiment sur le sujet de la santé, pour réfléchir à comment accélérer le développement de l'e-santé en Afrique. Donc paiement, santé, les paiements très développés, vu qu'il y a peu d'utilisation de réseau large bande, c'est surtout par SMS, c'est ça ? Alors la technologie, c'est assez intéressant, oui, la technologie derrière le mobile money est souvent même pas du SMS, c'est de l'USSD, qui est un niveau encore inférieur en termes de développement de technologie. Ça a l'avantage d'être compatible avec virtuellement tous les téléphones. Il n'y a pas besoin d'être sous un réseau 2G, 3G, 4G. Alors, parfois, il y a des interfaces qui ont été créées via des apps ou ce genre de choses, mais souvent, la communication derrière se fait toujours par l'USSD, qui est, pour vos auditeurs, vraiment le système de base. Vous vous souviendrez peut-être du dièse 1, 2, 3 dièse qu'on faisait il y a 20 ans pour connaître sa consommation sur son forfait. C'est ce type de technologie. D'accord. Mais alors, comment, effectivement, développer des applications plus élaborées, que ce soit pour le paiement ou pour la e-santé dont vous parliez, s'il n'y a pas à la fois de réseau et d'accès au réseau et de pratique des réseaux 3G, 4G, 5G? Alors c'est vraiment la problématique importante. Nous, ce qu'on peut voir sur les usages et les solutions qui se développent de manière le plus large, c'est qu'elles présentent, entre guillemets, des facilités d'utilisation et d'accès selon les capacités d'usage de l'utilisateur. C'est-à-dire que si on veut couvrir la population la plus large, il faut avoir une application parce que les populations plus aisées qui vivent en ville vont vouloir accéder au mobile money ou à leurs services de santé ou à leurs services d'éducation via une application. Et si on veut vraiment pouvoir toucher des populations à revenus plus inférieurs ou des populations qui vivent dans des zones rurales, par exemple, il faut avoir un pendant ou un complément de ce service qui va être utilisable sous USSD, par exemple, ou sous SMS, ou via un serveur vocal. Qui sont les acteurs en Afrique d'une manière générale? Est-ce qu'on retrouve les traditionnels Apple, Google, Samsung, etc., que ce soit pour les plateformes, les outils ou les terminaux, ou bien c'est un autre univers? Alors l'Afrique a un écosystème d'acteurs qui est un petit peu différent, de l'Europe ou des États-Unis par exemple. Je commencerai par dire que les opérateurs mobiles jouent un rôle plus important que celui qu'ils peuvent jouer en France aujourd'hui. On travaille vraiment pour se développer en termes d'acteurs digitales. On confie avec par exemple des solutions de paiement. Mais aussi en ayant développé directement des solutions sur le thème de la santé, de l'agriculture, de l'éducation, par exemple. Donc, les opérateurs jouent un rôle plus important qu'ils peuvent jouer en Europe, par exemple. Ensuite, les acteurs internationaux, GAFA, par exemple, Google est très actif, Facebook est très actif en particulier, ou Meta de manière plus large. Apple, du fait du niveau de prix de ces terminaux en particulier, touche vraiment une frange beaucoup plus limitée de la population, qui a d'ailleurs souvent tendance, quand elle cherche à acheter des terminaux Apple neufs, à les faire venir de l'étranger plutôt que d'attendre qu'ils arrivent sur le marché africain, qui a tendance à être servi un petit peu plus loin. Et pour parler des terminaux, on a vraiment des marques qui sont présentes en Afrique, qui ont développé des terminaux qui sont très spécifiques aux besoins des populations locales. Des marques qu'on voit pas du tout en Europe, comme Tecno, par exemple, qui fait partie des marques les plus importantes et qui vient, je pense, de se hisser au 5e rang mondial des vendeurs de terminaux, alors que c'est des marques dont on n'entend jamais parler en Europe. C'est une marque qui vient d'où, Tecno? C'est une marque chinoise.
Alors, ce Mobile World Congress africain a lieu au Rwanda, à Kigali. C'est pas un hasard. Parce que le Rwanda est vraiment sur une dynamique très pro-technologie, peut-être entre autres pour faire oublier un passé tragique au Rwanda, évidemment on s'en souvient, mais les pouvoirs publics ont une démarche très très volontaire par rapport à ça. Oui, tout à fait. Il y a une démarche très volontaire en local et à l'international. Je pense que le Rwanda porte une voix sur un certain nombre de sujets, mais en particulier sur les sujets technologiques. C'est un sujet qui a été repris non seulement par le président Kagame, mais par la ministre Paula Ingabire, qui est très active, avec laquelle on travaille très bien sur ce type de sujet, et qui non seulement regarde ce que peut faire le Rwanda sur ces sujets, mais aussi comment le Rwanda peut aider d'autres pays et influencer de manière générale la position que doit avoir l'Afrique dans les débats internationaux sur l'intelligence artificielle ou le développement des réseaux ou l'inclusion digitale, ce genre de sujet. Donc le Rwanda est vraiment devenu alors peut-être pas un modèle, parce que bien sûr il y a des spécificités géographiques du fait de la taille qui rendent la couverture plus simple entre guillemets pour des raisons tout à fait géographiques, mais vraiment pour le test de nouveaux usages, pour les conversations sur même des conversations en termes de réglementation qui avancent plus rapidement au Rwanda que dans d'autres pays. Il y a un écosystème de start-up aussi, je crois, qui est assez développé. Alors qui se développe. Il y a un très gros volontarisme qui a attiré un certain nombre d'acteurs. Forcément, du fait de la taille du marché local, le développement se fait un petit peu plus doucement que ça peut se faire à Nairobi ou à Lagos, mais il y a vraiment un volontarisme et une communauté qui se crée au Rwanda. Merci Max Cuvelier, représentant de la GSMA, à propos de ce Mobile World Congress qui se tient à Kigali, au Rwanda, du 17 au 19 octobre. On va parler d'un tout autre sujet à présent. On a tous connu cette situation des amis ou de la famille qui viennent passer quelques jours à la maison et on aimerait bien pouvoir leur prêter une clé, mais on n'en a pas sous la main. Ou bien on veut leur ouvrir la porte à distance alors qu'on n'est pas là. Ou bien encore, on a perdu ou on s'est fait voler ses clés, donc il faut changer toute la serrure. Tout ça, c'est parce que nos serrures actuelles d'appartements ou de villas même sont quand même un peu antiques, on va dire, avec des clés qu'il faut aller refaire chez le serrurier si on en a besoin, etc. Mais heureusement, il y a la technologie et la solution, c'est la serrure connectée. Enfin, serrure connectée, ça veut dire beaucoup de choses. Parce que c'est pas simple comme question, il existe plusieurs types de serrures avec des fonctions différentes. Il y a pas mal de produits sur le marché, notamment des marques françaises comme Nuki, Somfy, Vachette, etc. Un nouvel acteur arrive, c'est le français Netatmo, connu pour ses objets connectés pour la maison, thermostat, caméra, etc. Il lance sa première serrure connectée. C'est l'occasion de faire le point sur ce sujet qui nous concerne potentiellement tous et à propos duquel il y a beaucoup de questions. Bonjour Florian Deleuil. Bonjour. Vous êtes vice-président de Netatmo Legrand, chargé du développement des produits. Tout à fait, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelles sont les caractéristiques de votre nouvelle serrure connectée ? Donc avec cette serrure connectée, nous avons vraiment voulu rendre l'accès à votre maison le plus sûr et le plus flexible possible. Donc cette serrure connectée, donc cette serrure intelligente, dirais-je, parce qu'on verra, elle n'est pas tout à fait connectée, est une serrure qui vient avec des clés digitales, mais qui restent physiques, qui vous permet d'ouvrir votre porte, mais de garder, donc avec votre téléphone, puisque c'est un produit intelligent, mais aussi avec des vraies clés que vous allez pouvoir... Des vraies petites clés, des Exactement. clés en plastique ou en métal ? Alors elles sont en métal, et que vous allez pouvoir configurer dans votre application, donner à vos proches, mais que vous allez pouvoir enlever aussi. En cas de perte, en cas de vol de votre sac à main, typiquement, vous allez pouvoir désactiver une clé en particulier, et donc vous n'aurez plus besoin de changer votre serrure à chaque fois qu'il y a un doute. D'accord. Alors vous dites, elle n'est pas tout à fait connectée. En fait, quel est l'intérêt de ce type de produit ? Pourquoi je remplacerais ma serrure classique par une serrure connectée ou semi-connectée comme celle-là ? Elle est intelligente parce qu'en fait, elle ne parle pas à Internet. Elle parle en Bluetooth à son téléphone qui devient une interface de configuration. Vous devenez un vrai serrurier. Donc l'avantage, comme je le disais, c'est vraiment d'avoir le contrôle sur la production de clés,
plus besoin d'aller chez le serrurier, d'ouvrir avec son téléphone, donc plus de porte claquée. Je sors de chez moi, j'oublie mes clés, je claque la porte, je peux réouvrir. Si j'ai mon téléphone. Si j'ai mon téléphone. Si vous prenez le téléphone du voisin, que vous loguez sur son compte, vous allez pouvoir, sur votre compte, pardon, vous allez pouvoir ouvrir la porte. Mais vous allez pouvoir aussi envoyer une invitation à un invité de dernière minute qui se pointe sur votre palier et qui dit je suis arrivé et vous n'êtes pas là. Donc vous allez pouvoir créer dans l'application un lien, lui envoyer, et ce lien permettra d'ouvrir en Bluetooth la porte. Ah ouais, c'est tout l'intérêt de la chose. Exactement. Alors malgré tout, pas de capteur d'empreinte digitale, pas de clavier pour taper un code. Tout à fait. Ça, vous avez fait l'impasse là-dessus. Pour quelle raison ? Alors nous, ce qu'on a voulu régler comme problème, c'est vraiment de se dire aujourd'hui quel est l'usage. Voilà, la mission de Netatmo, c'est de démocratiser la maison intelligente. Donc il faut savoir à quoi ça sert. Pourquoi changer les habitudes ? Aujourd'hui, le digicode, un code, c'est quelque chose qui est facilement interceptable. C'est quelque chose qu'on va pas souvent changer. Aujourd'hui, finalement, ce qu'il y a dans la clé, c'est un code. Sauf qu'au lieu de faire 4 chiffres, il en fait plus de 200. Et il est unique à chaque clé. Donc on peut révoquer si on l'a perdu. Quant à la technologie d'empreinte digitale, sans rentrer dans le scénario à la mission impossible, c'est assez falsifiable maintenant. Donc c'était un peu trop science-fiction. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment régler un problème qui est je veux pas rester coincé à la porte, je veux donner accès, et je veux surtout me dire j'ai prêté en Airbnb, j'ai prêté mes clés, je n'ai aucune idée de si la personne a fait une copie. Aujourd'hui, ces clés sont inviolables, incopiables. Le serrurier ne peut pas faire une copie de cette clé. Contrairement aux clés dites sécurisées, de temps en temps, il y a cette fameuse carte de propriété, mais vous ne savez pas vraiment si le serrurier ne peut pas la copier sans cette carte. Aujourd'hui, c'est impossible avec notre système. D'accord. Donc vraiment, vous avez insisté très fort dès le départ sur l'aspect sécurité. Exactement. Je crois même que vous faites des tests d'intrusion informatique comme on fait dans les entreprises pour tester la solidité des réseaux. Tout à fait. Donc on travaille avec une entreprise française qui s'appelle Synactive et qui s'est illustrée sur la scène internationale il n'y a pas très longtemps en montrant un hacking de Tesla, donc du Bluetooth. Et donc c'est une entreprise qu'on a fait venir dès le début du développement, donc il y a 2-3 ans, on leur a donné tout. Le produit, le code source, et on leur a dit dites-nous s'il y a des vulnérabilités. Et ils en parlent mieux que moi. Ils en ont trouvé, qu'on a corrigé tout de suite, et aujourd'hui on est arrivé à la fin de ce qu'ils avaient trouvé, et ils ont vraiment apprécié notre approche. Comme je le disais, c'est pas un produit connecté, c'est un produit intelligent dans le sens où il ne parle pas à Internet, parce que finalement une serrure n'a pas besoin de parler à Internet. On n'est pas là pour faire parler à Internet l'ensemble de la maison. On le fait quand il y a besoin, sauf que sur une serrure il n'y a pas besoin. Donc il faut être à proximité pour pouvoir lui parler, c'est du Bluetooth. Alors néanmoins, la serrure est compatible avec le système Apple HomeKit. Tout à fait. Qu'est-ce que ça apporte ? Alors, Apple HomeKit, ça apporte pour les utilisateurs d'Apple la possibilité d'utiliser des raccourcis de ce qu'on appelle l'application maison, qui n'est pas l'application Netatmo, qui est l'application d'Apple. Donc ça permet par exemple d'ouvrir avec son Apple Watch. D'accord, je peux ouvrir la porte de chez moi avec mon Apple Watch. Tout à fait. Pratique, quand même. C'est sympa. Sympa. En revanche, ce n'est pas compatible avec les assistants vocaux, Alexa, Google. Non, parce que ces assistants vocaux, jusqu'à présent, ils étaient cloud to cloud, donc il fallait un accès à Internet. Et encore une fois, on a dit que cette serrure n'était pas connectée à Internet pour des raisons de design et de sécurité. Et puis on s'est dit, les assistants vocaux, ouvrir sa porte à la voix, c'est pas vraiment l'usage qu'on voulait répondre. Les serrures connectées, ça existe depuis un certain temps, mais on a l'impression que c'est un marché qui ne décolle pas vraiment. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de réticence au fait de changer sa serrure. C'est la porte d'entrée de chez soi. Est-ce que vous pensez arriver à convaincre les utilisateurs avec votre produit aujourd'hui ? C'est justement toute la réflexion qu'on a faite. On s'est demandé pourquoi les offres existantes finalement n'étaient pas encore démocratisées. D'où notre approche un peu différente, en se disant c'est un produit qui n'est pas directement connecté à Internet, c'est un produit qui garde des vraies clés physiques, c'est un produit extrêmement sécurisé. Donc on espère bien résoudre des vrais problèmes utilisateurs comme la porte claquée, que les autres résolvaient aussi, et la perte de clés qui avant faisait changer toute la serrure. Elle coûte 379 € cette serrure. Merci Florian Deleuil, vice-président de Netatmo, le grand en charge des produits. Et puis on précise quand même que si vous avez l'intention d'installer une serrure high-tech chez vous, il faut vraiment au préalable vérifier la compatibilité parce que il y a plein de types de portes de serrures différentes. Donc heureusement les constructeurs proposent à chaque fois sur leur site des petits tests pour vérifier la compatibilité. Et puis par sécurité, il vaut mieux s'adresser à un professionnel pour savoir ce que vous avez véritablement chez vous et s'il est possible de le remplacer.
Eh bien voilà, c'est la fin de Monde Numérique, l'hebdo du 14 octobre 2023. J'étais ravi de passer à nouveau ces 50 minutes avec vous, un peu plus si vous êtes abonné à la version premium qui, vous le savez, contient les interviews en version intégrale. Sinon, vous attendez quelques jours et ces interviews grand format seront disponibles en épisodes séparés sur le fil du podcast Monde Numérique et sur le site mondenumérique.info. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro de l'hebdo. D'ici là, ne ratez pas les interviews, les bonus, actu, édito, etc. Et puis surtout, n'hésitez pas à parler de Monde Numérique à vos amis, les inciter à s'inscrire. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur le site mondenumérique.info. Et bien sûr, vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict. Beaucoup d'auditeurs sur Podcast Addict, je les salue. Et même les assistants vocaux. Voilà, très bonne semaine, pleine de tech. Salut.